Bonjour à tous, bienvenue à bord des interviews Histoire de Timeline. Quel plaisir, comme à chaque fois, de recevoir Éric Anseau, historien, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Lorraine, pour l'ouvrage extraordinaire, et vraiment j'ai pas peur de le dire, qu'il vient de diriger, Nouvelle Histoire de France aux éditions Passé Composé, qui sort donc en ce moment. Bonjour Éric. Bonjour, merci de me recevoir, c'est toujours un plaisir. Et puis alors quel lancement, hein. Attendez, Je rougis derrière mon micro. C'est pas fini parce que je commençais à vous le dire hors micro. Pour moi, cet ouvrage, c'est ce que j'appelle une rupture. Il y aura vraiment un avant et un après. Je le dis pas parce que vous êtes là. Vraiment, je le pense. Ça fait 15 jours que je n'en sors pas. Je suis avec, je lis, je travaille avec. Vous proposez une relecture complète de l'histoire de France, des origines franques jusqu'à nos jours, à travers plus de 100 chapitres, par 100 piles, 100 piles. 100 piles, ouais, 100 piles, je n'ai pas compté. En tout cas, il y a 100 spécialistes, 100 historiens, oui. Qui sont, et on va voir ensemble d'ailleurs, à droite, gauche, réunis. C'est ça qui est incroyable. Avec l'ambition, vous me direz si c'est ça ou pas, qui pour moi est réussi, de dépasser les clivages justement mémoriels et les polémiques actuelles. C'est ça ? C'est exactement ça. Alors effectivement, c'est bien qu'on démarre par ça, parce qu'en fait, il y avait trois raisons qui nous ont conduits avec notre éditeur, Passé Composé. Je profite pour saluer toute l'équipe, Nicolas Grappayen, le directeur, et Arthur Chevalier, mon éditeur, qui nous ont conduits à faire ce livre. Et parmi les trois raisons, peut-être la raison la plus importante, c'est de proposer enfin, si j'ose dire, aux Français, un récit. Alors, non pas neutre, parce qu'on ne peut pas être neutre, mais un récit, on va dire, le plus objectif possible de notre passé, hors d'un roman national, c'est-à-dire d'une histoire essentialisée, et d'une déconstruction à laquelle on assiste, on en reparlera peut-être, mais depuis les années 60-70, qui a fait d'ailleurs ressurgir le roman national, parce qu'on ne faisait plus de roman national, et du coup, en perte de repères, certains se sont engouffrés là-dedans et proposent une histoire très identitaire. Nous, ça n'est pas notre but, on pense que l'histoire de France est très belle, mais qu'il y a des pages sombres et qu'il ne faut pas cacher. Voilà, donc on dit tout, nous. Il y a une volonté encyclopédique dans notre livre. Il y a plus que roman national, c'est un récit national en fait. Ah oui, alors là, le terme, je le revendique. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, Ouais. c'est un récit national. Pour dire un tout petit mot du plan, donc il y a 100 chapitres, mais il y a aussi 340 éclairages, on en reparlera peut-être tout à l'heure, et on les a répartis en quatre grands parties, en fait, 4 temps, en fait. Ouais. Et le premier, en fait, c'est un récit. On prend le lecteur ou la lectrice par la main. La chronologie. C'est très chronologique, c'est-à-dire que c'est les régimes politiques et les guerres, parce que on le dira aussi sans doute, notre histoire est rythmée par des guerres. Les Français se sont fait constamment la guerre les uns aux autres. Et donc on part en fait des Francs et on arrive jusqu'aux violences contemporaines, les gilets jaunes par exemple, les bonnets rouges, etc. etc. Et puis la crise politique que nous traversons et dont nous ne sommes pas sortis. La deuxième partie, c'est une partie qui est consacrée aux politiques publiques et aux spiritualités, et on aborde toutes les formes de spiritualité, catholicisme, judaïsme, islam, il y a la franc-maçonnerie, etc. etc. Et même le culte civique républicain qui est évoqué. On a une troisième partie sur les espaces et les sociétés. Et puis on a une dernière partie, j'y tenais beaucoup, sur les identités et les patrimoines. Et là, eh bien, vous avez les arts libéraux qui sont évoqués, patrimoine architectural, mais également tout ce qui relève de la gastronomie, du savoir-vivre, des modes, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs avec la gastronomie ? Il y a eu je sais pas, on peut dire un gagnant de je ne sais quel Starac qui s'est fait attaquer par je ne sais plus quel journal en disant que c'était la France rance. Oui, parce qu'il était allé dans les régions, mais pourquoi ? On marche sur la tête. Non, mais c'est pour ça, nous, on veut sortir de ça, on veut montrer, là encore. Alors, sur la gastronomie, l'article est très louangeur, parce que moi, personnellement, je ne trouve pas qu'on peut trop critiquer notre gastronomie. Ça, je suis d'accord. On a un chapitre sur le vin, donc c'est Jean-Robert Pitt, qui est le grand spécialiste. Il a publié des dizaines de livres qui nous donnent vin et qui nous donnent aussi paysage, puisqu'il est géographe, à la base, je le rappelle. Et puis, c'est un collègue de mon université, de l'université de Lorraine, qui donne gastronomie. On ne pouvait pas décemment donner 3 chapitres à Jean-Robert. Il aurait aimé, il était très partant. Croire, ouais. Et donc, c'est Jean Elgamal qui, alors là, c'est incroyable. Quand j'ai été élu, petite anecdote, je crois que vos auditeurs aiment bien les anecdotes. Ouais. Quand j'ai été élu à l'université de Lorraine, il m'a fait la tournée des grands restaurants lorrains et des grandes brasseries. Vous savez que dans l'Est, on a une tradition des grandes brasseries. Ouais. Et je crois que j'ai pris 2-3 kilos en 15 jours. Ah, mais je veux les adresses. Je vous les donnerai en ouais, avec plaisir. Il y a plus de 1000 pages dans cet ouvrage.
ouvrage. C'est 1100 pages. Ouais, c'est remarquable. 1 kg 640. C'était le Enfin, journaliste de la Croix qui a pesé le livre. J'ai pas fait le truc. Sur sa balance de cuisine. C'est monstrueux. Ce qui est super aussi, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, il y a une bibliographie pour aller plus loin. Oui. Ça, c'est vraiment un livre d'histoire. Et puis l'idée, alors on peut lire in extenso le livre. Ouais, Il y a bon un courage, journaliste qui a fait ça pour préparer l'émission. Ah ouais. Je lui ai dit, non mais chapeau. Hein. Mais le but, c'est de picorer. On passe d'un chapitre à l'autre, un éclairage à l'autre, et il y a une indexation à la fin de l'ouvrage. Il y a différents parcours qui sont proposés qui permettent d'avoir des lectures un petit peu différentes Exact. du plan, parce qu'on n'a pas la science infuse. Peut-être que certains aimeront d'autres parcours. Vous allez me dire si je résume bien. Ce livre vise, pour moi, à réconcilier les Français avec leur passé, à raconter sans passion destructrice, ni nostalgie d'ailleurs, qu'elle soit aveugle ou pas d'ailleurs, et à montrer la France dans ses interactions avec le monde et non pas l'inverse. Clin d'œil à d'autres qui... Et les deux, je dirais. Et les deux, mon neveu. Eh ben voilà. C'est-à-dire que, bien évidemment, on va le citer, Patrick Boucheron. J'ai eu un débat avec lui à Marianne et j'en aurai un autre dans 2 jours au rendez-vous de l'histoire de Blois, à Blois. Bien évidemment, c'est différent, c'est très différent, c'est complémentaire. Boucheron, un peu par effet d'annonce, a voulu, et il a rectifié le tir, je le constate d'ailleurs, hein, et il l'a reconnu, il a fait son mea culpa, a voulu déboussoler un petit peu les Français en montrant que la France, tout ce qu'elle devait au monde. Alors nous, qu'est-ce qu'on dit? Bien évidemment, la France doit beaucoup au monde, mais le monde doit énormément à la France. Et j'ai rappelé quand même, alors ça ne lui a pas plu, mais j'ai rappelé à Patrick Boucheron dans le débat qu'on a eu que la citation qu'il met en exergue de Michelet est complètement dévoyée, détournée de son sens, parce que Michelet dit exactement l'inverse que ce qu'il lui fait dire. Il dit, qu'est-ce que serait, en fait, je décrypte, hein, qu'est-ce que serait le monde sans la France? Et lui fait dire, qu'est-ce que serait la France sans le monde? Donc c'est un petit peu gênant. Ouais. Voilà. Donc nous, on a voulu rétablir un équilibre et ça circule dans les deux sens. On verra à l'index, on a quand même un index des noms de personnes qui fait 38 pages et un index des noms de lieux qui fait 24, que l'Italie, l'Allemagne, le Maghreb, tout ça, c'est très cité. Hein. Le premier nom, je crois que c'est Ferrat Abbas, hein, donc vous voyez, mais toutes les grandes figures de l'histoire de France sont aussi convoqués et tous les lieux. Alors, je ne dis pas que chacun y retrouvera son village parce que nous avons 37 000 communes en France, mais je crois qu'on n'oublie aucun des lieux patrimoniaux de notre histoire de France. Il y a Vézelay, enfin il y a le Mont-Saint-Michel bien évidemment. On a même un éclairage sur le Mont-Saint-Michel. Il y a tout. Enfin, je crois qu'on a à peu près tout. Ce qu'il n'y a pas forcément dans l'histoire mondiale de la France où il y a des oublis. Voilà, il y a des oublis. Alors un qui était très très gênant dans la première édition et Boucheron a été attaqué, me semble-t-il à juste titre. J'avais donné la recension de son livre pour la revue historique et je crois la RHMC, ce sont 2 grandes revues de notre discipline. Il évoquait la Première Guerre mondiale au prisme de la révolte en Nouvelle-Calédonie. Alors très bien, il l'a fait redécouvrir, moi je dis chapeau. Ouais. Mais ce qui est très gênant, c'est qu'il cite quand même pas ni la bataille de Verdun, ni la bataille de la Somme, où on a énormément de nos compatriotes qui sont morts. Donc ça, c'était très gênant. Et nous avons tout ça. Nous avons bien sûr Verdun et la Somme. Ça me permet un petit clin d'œil à mon ami François Cochet, qui est un très très grand historien de la Première Guerre mondiale et qui nous donne ce chapitre. Quand j'ai vu certains noms, Gérard Moriel par exemple, vraiment, oui. je me suis dit bon, mais oui, alors c'est incroyable, mais c'est génial. Parce qu'il faut le faire. Voilà. Mais quel boulot de... Ça tire un peu à vue parce que sur les réseaux sociaux... Alors, je n'y croyais pas, c'est phénoménal. J'ai 9 messages bienveillants pour une critique. Mais il y a des critiques. Ouais. Alors, dans les critiques qui sont faites, on va peut-être l'aborder tout à l'heure, la place des auteurs femmes. Donc, j'ai répondu à la collègue qui m'a reproché, et j'ai un peu compris pourquoi elle me le reprochait, parce que elle n'est pas dans le livre. Donc, au bout du 10e échange, elle rappelle ses titres de normalienne et d'agrégée. Voilà, mais bon, j'expliquerai sans doute comment j'ai choisi tout à l'heure les auteurs. Bon, je n'avais que 100 places, donc j'ai dû faire des choix. Et puis, alors, le deuxième reproche qu'on me fait, c'est reproché. J'ai une très très bonne critique dans le Figaro, mais par contre dans le Figaro Histoire, qui d'habitude fait des très très bonnes recensions de mes ouvrages, là voilà, il politise en disant voilà, il a fait une place à la gauche. Bon, il y a la droite, il y a les auteurs de droite, hein, mais il y a les auteurs de gauche. Et puis plusieurs focalisent sur Gérard Noiriel. Alors je vais vous dire,
quelque chose. Moi, j'ai rien contre. bien sûr, j'ai un très bon rapport avec Gérard Noiriel. Bon, il y a le citoyen. Alors, le citoyen, bon, c'est un secret pour personne. Nous n'avons pas la même orientation politique, indéniablement. D'où ma question. Ouais. Parfois, il peut nous arriver, en tant que citoyen, d'aller plus loin que l'exercice de notre métier. Par contre, dans le livre, et je mets au défi vraiment les lecteurs de pouvoir critiquer son entrée, il a fait peuple. J'ai fait nation. Parce que je voulais que les deux notions se complètent, les deux chapitres. J'ai publié un livre sur la nation. Il vient de sortir une histoire du peuple français, que j'invite d'ailleurs les lecteurs à lire. Et vraiment, le chapitre qui m'a fait, mais je promets que c'est vrai, je n'ai pas retouché une phrase. Une phrase. Excellent. C'est un travail vraiment très très solide. C'est un historien très solide. Bien sûr. Donc moi, je voulais qu'il y ait Gérard Noiriel dans mon livre. Et j'en suis très content. Et justement, avant d'aborder le livre, à votre avis, les historiens doivent prendre la parole, un peu rentrer dans le débat public. C'est une excellente question. Chacun est libre d'abord. Je respecte les historiens. Il y en a dans le livre, je vais donner le nom de certains de mes collègues, qui refusent d'aller sur le forum parce qu'ils estiment que voilà, le savant n'a pas, entre guillemets, à se corrompre voilà, dans les médias un peu polémiques. C'est ce que disait Raymond Aron avec ses mots. Il disait c'est le savant qui reste dans sa tour d'ivoire. Alors, par exemple, Franc, eh bien, on a demandé à mon ami Bruno Dumézil, qui est la plus haute autorité sur l'histoire des Francs, et c'est lui qui ouvre le livre, c'est le premier chapitre, et Bruno n'aime pas la polémique. Je respecte parfaitement. Xavier Larry, qui est aussi un éminent médiéviste, spécialiste de la guerre de 100 ans, qui a reçu la guerre de 100 ans Jeanne d'Arc. J'étais très heureux qu'il accepte. C'est un ami, c'est un collègue très très sérieux que j'ai côtoyé à la Sorbonne, n'aime pas non plus. Et puis, il y a d'autres historiens dont je fais partie. Gérard Noiriel en fait partie, mais Jacqueline Lalouette, juste avant votre émission, j'ai fait un débat avec elle sur France Culture. On la reçoit dans une semaine d'ailleurs. Eh ben, c'est super, parce qu'elle est formidable. Pour ces 3 fleurs de la nation, qui sont très beaux livres. Nous estimons, et c'est peut-être aussi parce que nous sommes historiens contemporanéistes, c'est vrai que le contemporanéisme va plus sur ce terrain-là, et en plus historien du politique. Donc c'est à double raison, ça aide. On estime qu'on doit intervenir sur le forum, et je dirais Marc Bloch ne faisait pas autre chose, donc je me réfère très souvent à Marc Bloch, que j'aime beaucoup. Marc Bloch, à la fois, c'était le grand savant, et en même temps, quand la France a traversé une période très douloureuse, il a pris la plume, il a écrit, et il s'est même engagé, il l'a payé de sa vie. Alors attention, je ne me compare pas et je ne compare pas nos auteurs à Marc Bloch, mais je pense que nous traversons aujourd'hui une crise systémique, une crise très grave. Il est un petit peu le devoir des historiens d'intervenir sur le forum, ne serait-ce que pour éviter que certains disent tout et n'importe quoi sur l'histoire. Je suis assez d'accord. Voilà. On y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on va revenir sur le livre. D'abord, comment c'est né cette idée incroyable ? Alors, né en partie de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, volonté de se positionner historiographiquement entre, on le voit ressurgir, cette idée d'une histoire essentialisée. C'est venu de vous ? C'est ça que vous voulez dire ? Ou c'est l'éditeur qui... C'est venu. Alors, c'est très amusant, comme souvent, alors ça va être prétentieux de dire grand projet éditorial, mais souvent grand projet éditorial. C'est-à-dire que c'est dans l'air. L'éditeur attend qu'un auteur le lui propose, et on a eu un déjeuner de travail avec l'un de mes 2 grands éditeurs. Donc je travaille avec plusieurs éditeurs, mais en particulier Talendier, où je dirige une collection. C'est là où a apparu Histoire de la Nation française, et Passé Composé, où j'ai publié certains de mes derniers grands livres, dont celui sur les élites, la laïcité et l'impôt. Et donc on a un déjeuner de travail avec mon éditeur, et on débat de tout, et je dis voilà, il faudra qu'un jour on s'attelle avec des collègues très sérieux à publier une histoire de France qui ne puisse pas être débattue, oui, mais être contestée sur le fond. Et mes éditeurs m'ont dit, mais nous avons ce projet depuis 2 ou 3 ans, il faut vraiment qu'on y aille. Éric, qu'est-ce que ça te dirait de la coordonner ? Alors j'ai dit banco, simplement, il faut me laisser 3 ans. Et puis alors c'est là où on a eu ce débat juste avant l'émission où Anne Pingot, que vous connaissez, vous connaissez, qui est la grande historienne de l'art, la créatrice du musée d'Orsay, qui est dans le livre. Et j'ai découvert cette dame qui est délicieuse, une grande savante, m'envoie, figurez-vous, elle a plus de 80 ans, un SMS le soir des derniers rendez-vous de l'histoire de Blois. Et elle me dit dans le SMS, Éric Anceau, c'est pour nous, le thème vient d'être dévoilé de l'an prochain, la France, point d'interrogation. Et là, j'étais derrière mon écran de téléphone, je me suis dit, oh là là, c'est à double tranchant.
bien évidemment, notre livre va faire l'actualité, il faut qu'on y soit. Ouais. Mais ce n'était pas du tout prévu. Nous, on l'avait programmé pour début 2026. Et donc, on va devoir mettre les bouchées doubles pour sortir en septembre ou en octobre 2025. Donc, ça a été une course-poursuite. Depuis le printemps, je ne fais quasiment que ça. J'ai abandonné tous mes autres projets pour boucler celui-là. Bah, ça se voit, parce que c'est vraiment réussi. C'est bien la Anne Pinjot qu'on connaît. Mais c'est elle. Historiquement, bien sûr. C'est elle. Évidemment, c'est bien elle. sûr. Et elle est dans le livre. Oui, j'ai été étonné, effectivement. Elle nous donne sculpture. Et c'est parfait. Enfin, oui, un magnifique papier. Il n'y a rien à dire. Vous avez beaucoup évoqué la nécessité d'une histoire dépolitisée, mais passionnante. Alors, dépolitisée au sens politique du terme. Pour moi, la politique, c'est pas un polémique. Gros mot, non, au sens parce que polémique. c'est donner à nos concitoyens à voir les idées sur le forum. Et nous sommes en démocratie. Et la communauté des historiens est aussi une démocratie. Donc, il faut qu'on ait des débats. Moi, j'ai été très, très heureux de débattre pour Marianne avec Patrick Boucheron et de le retrouver bientôt au rendez-vous de l'Histoire de Meaux. Ouais. C'est très bien qu'on ait ces débats. Et justement, comment est-ce qu'on atteint cet équilibre, justement, d'éviter d'entrer dans les polémiques, etc. Vous avez dû tenir la bride des auteurs. C'est très intéressant votre question. Je dois dire que non, ils se sont eux-mêmes tenus la bride. C'est remarquable. Alors, je ne donnerai pas de nom parce que je ne voudrais pas même émettre une petite critique à leur endroit par rapport aux autres. Il y a eu 4 ou 5 auteurs, mais c'est le rôle du directeur de l'ouvrage de faire ça, où j'ai dû déplacer le curseur. Alors, les auditeurs qui liront le livre devineront, ou ceux qui l'ont lu, ce que je vais dire. Bon, il y a un chapitre où nous évoquons les grands ministres de l'économie, et le collègue citait 8 fois en 10 pages le même ministre, donc on comprend qu'il l'aime beaucoup, mais le ministre est resté 1 an en fonction. Oui, donc, c'était simplement pas possible. Je lui ai dit, écoute, tu le cites une fois, mais voilà. À l'inverse, dans un autre chapitre, il y avait une attaque sur un parti de notre vie politique actuelle. J'ai dit non, il faut dépolitiser. Voilà, c'est comme ça Bien évidemment, il faut le citer. Et d'ailleurs, ce parti, il a carrément un éclairage entier qui lui est consacré. Mais par contre, on ne peut pas faire d'attaque. Et là, mon éditeur m'a suivi parce qu'en plus, indépendamment du fait qu'on veut parler à tous les Français, il ne voulait pas de procès. Donc, mais c'est arrivé, écoutez, sur 1100 pages, c'est arrivé 4 ou 5 fois, ce qui est rarissime. C'est incroyable. Rarissime. Ouais, vous avez fait appel à des pros en même temps. Voilà. Des vrais pros, comme je disais, c'est la Ligue des Champions. Là. Merci. Là, c'est vraiment... bien la comparaison en tant qu'amateur de foot. Ah bah, très bien. Quelle équipe ? Alors moi je suis très, on va dire, en foot national. Alors non mais attendez, moi, je vais me faire des ennemis. Oui, quand le PSG est en position de gagner la Ligue des Champions, je suis supporter du PSG. Quand c'est l'OM, je suis supporter de l'OM. D'accord. Et puis indépendamment, ne me lancez pas sur le foot, Richard. Mais un petit mot quand même, je suis prof en Lorraine, Metz et Nancy. Et puis alors moi je suis un grand admirateur de Michel Platini. Donc forcément en arrivant à Nancy, j'étais content. Forcément. Et j'habite à Nancy à 30 mètres de l'endroit où il habitait. Donc c'est tout juste si je ne vais pas déposer un petit bouquet de fleurs. C'est un de mes héros, un de mes grands héros. Aussi. C'est générationnel, je pense. Oui, je pense qu'effectivement. On n'est pas loin. Ouais, je suis assez d'accord. À votre avis, qu'est-ce qui reste du roman national ? Du fameux roman national. Je ne sais pas si tout le monde, d'ailleurs, sait ce que c'est le roman national. Il faudrait peut-être le définir. Alors, c'est idiot, 2 choses. Alors, le roman national, c'est un terme qui est ancien, qui date du 19e siècle, mais pas du tout dans l'acception qu'on utilise aujourd'hui. C'est pour ça. Et donc, c'est très, très bien qu'on en parle. Au 19e siècle, c'est par exemple Erckmann-Chatrian, alors ça nous renvoie à la Lorraine et à l'Alsace, qui écrivait des romans, mais des vrais romans, des livres romancés, pour faire nation. Et en particulier, vous aviez l'ami Fritz, vous aviez le conscrit de 1813. Donc c'était un peu guerrier, vu l'époque. Voilà, exactement. Et l'ennemi, c'était l'allemand. Et puis le terme est tombé un petit peu en désuétude, et on l'a fait ressurgir au moment de ces débats historiographiques, au moment de la déconstruction, parce que certains se sont mis à attaquer ce qu'ils ont appelé le roman national à l'eau de rose. Et à juste titre, il y avait qu'un côté qui était présenté, le côté doré de la France, ou rose, et on ne voyait pas les travers nombreux de notre histoire. Et du coup, on est passé dans une histoire qui est devenue le roman national noir. Et le mot nation est devenu un gros mot, et toute notre histoire, après, est devenue un gros mot. Donc on est passé d'un extrême à l'autre. Et encore une fois, c'est pas ça l'histoire. Par contre, nous l'évoquons dans notre livre, parce que ça participe de l'histoire et de l'historiographie. Mais nous, on a voulu faire autre chose. Ok. Dans cette démarche-là, vous êtes plutôt proche de Michelet ?
justement Alors oui et non. Ou de Braudel. Vous citez souvent Braudel. Oui, Braudel. Dans le débat, son nom est revenu naturellement. Il y a quelques histoires dans le débat avec Boucheron, parce que Boucheron a évoqué Braudel et on s'est retrouvés. Braudel a publié un livre, vous savez, qui s'appelle L'identité de la France, que malheureusement il n'a pas pu mener à son terme parce qu'il est mort avant. Donc du coup, tout le monde interprète et surinterprète. Donc Boucheron a une interprétation, une vision différente. De ce qu'aurait été le dernier volume qui devait conclure. Je n'en ai pas, parce que moi je ne fais pas parler les morts, mais en fait Braudel se questionnait. Et Braudel voulait faire, en renversant les perspectives, ce que nous avons voulu faire. Lui était plutôt dans une histoire monde civilisation, mais en introduisant la France. Et nous partons de la France et on élargit la focale. Donc on se retrouve très bien avec Braudel. Effectivement. Vous écrivez qu'on vit dans un monde de présentisme et d'émotion. Oui. Comment est-ce que l'historien peut résister à ça, justement? Alors on y résiste, tourne toujours autour sans y résister. On y résiste, je crois, dans notre travail d'historien, quand on est dans notre cabinet ou en bibliothèque ou en archive, et qu'après on produit les livres, enfin quand on est sérieux, parce qu'il y a des historiens qui ne font pas ça, mais que nous faisons les livres que nous faisons. Par contre, après, il y a la promotion, et là, je suis en promotion de ce livre, et quand on me questionne sur ce qui se passe en France, inévitablement, on réagit et on met ça en perspective par rapport à nos livres. Moi, ça me paraît naturel de faire ce travail. Un petit mot sur ce que vous évoquiez, la période de la déconstruction, parce que tout bascule, vous parliez du présentisme. Et c'est important de revenir sur ce qu'on a appelé le postmodernisme et le présentisme. Tout ça naît dans les années 60-70, où on déconstruit ce roman national. Michel Foucault, dans les années 60, se définissait, lui, comme un historien, mais il a enfoncé un coin. Et un certain nombre de philosophes qui lui ont succédé, j'évoquerai par exemple Jean-François Lyotard, j'évoquerai par exemple Jacques Derrida ou Gilles Deleuze, qui n'ont pas eu à l'origine une très grande audience en France, mais une énorme audience aux États-Unis, parce que les États-Unis, on en a parlé dans une autre émission, ont toujours un temps d'avance sur nous. Et c'est ce qu'ils ont appelé la French Theory. Et alors, c'est revenu et fait boomerang en France. Nos nouveaux philosophes sont à la mode aux États-Unis, donc ils ont eu une grande audience au début des années 80 en France. Et que disaient ces philosophes ? L'histoire, c'est ringard, c'est un peu rance. Il faut vivre dans le présent et se projeter vers l'avenir. Donc ça a énormément fait de mal à notre discipline qu'est l'histoire, d'autant plus qu'il y a toujours eu dans les sciences humaines et sociales des combats entre les disciplines. Et pendant très longtemps, toute la première partie du XXe siècle, c'est l'histoire qui était la discipline dominante. Donc c'était l'idée pour des philosophes et des sociologues de déboulonner l'histoire et de prendre la place de l'histoire. Moi, je crois que, d'ailleurs, dans notre livre, on ne l'a pas encore dit, mais nous accordons une place aux historiens de l'art, aux philosophes, aux sociologues, à la science politique, etc. On a Marcel Gauchet, par exemple, qui lui-même ne se définit pas comme un philosophe, mais comme un philosophe, historien et sociologue. Et moi, je travaille beaucoup dans ma pratique quotidienne avec des sociologues du politique et avec des spécialistes de sciences politiques. Donc, c'était un peu naturel qu'on les retrouve aussi dans le livre. Je comprends. Même si les historiens sont ultra majoritaires, 82 des 100 auteurs sont des historiens. C'est pour ça que je parlais d'encyclopédie. Je peux mettre des guillemets, mais je ne suis même pas obligé de mettre des guillemets. Il y a tout dedans. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que je parlais vraiment de rupture. Il y a ce livre qu'il faut avoir maintenant. Moi, j'avais Georges Duby, l'histoire de France de Georges Duby, un gros pavé qu'il avait dirigé. Maintenant, j'ai ça. Vous êtes gentil, mais c'est vrai que c'est non, c'est pas pour être gentil, c'est vraiment. Non, mais c'est ce qu'on retrouve dans les recensions qui ont sorti du livre, qui ont paru autour de ce livre depuis maintenant 15 jours. Alors, on peut critiquer, certains critiquent, mais c'est le livre qu'il faut avoir dans toute bibliothèque. Je crois. Ça revient. Quand on aime l'histoire, effectivement. Vous pensez que l'histoire est prisonnière des débats et de la mémoire surtout? Oui, beaucoup. Alors, un petit mot sur Pierre Nora, parce qu'il se trouve que Pierre Nora, j'avais eu ce débat en amont. Enfin, c'est pas lui qui m'a contacté, c'est moi qui l'ai contacté. Je le voulais dans le livre et je lui ai proposé le chapitre commémoration. Oui, normal. Et il m'a dit, Éric Anceau, on a eu un échange d'emails, à peu près 10 de chaque côté pendant 1 an et demi, pendant tout le processus d'élaboration du livre. Il m'a dit, je ne participerai pas à votre livre. Alors, expliquons un peu pourquoi. Vous allez voir que c'est plutôt louangeur. Parce que commémoration, je crois avoir tout dit. J'en ai pris plein la figure. Maintenant, je veux me dégager de ce débat.
Et un nouveau temps de l'historiographie est arrivé. Ça nous renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, j'ai fait partie du deuxième temps de l'historiographie où les déconstructeurs étaient à l'œuvre et où on a voulu, avec les lieux de mémoire, non pas prendre parti pour les lieux de mémoire, mais donner à voir un môle de résistance qui étaient les lieux de mémoire. Ça a été le grand livre, vous le savez, qu'il a publié. Et vous et votre génération d'historiens, donc pour faire simple, ceux qui ont aujourd'hui entre 40 et 50 ans, dans le livre, sur 100 auteurs, 60 sont dans cette tranche d'âge. On a quelques collègues plus âgés, on en a des plus jeunes, j'ai voulu mêler les générations, mais on est un peu dans cette démarche de vouloir dépasser ces querelles. Et Pierre Nora me disait, vous allez peut-être y arriver. Et ceux qui critiquent le livre, donc le monde des livres pour ne pas le nommer, après un dithyrambe autour du livre, un monument, le livre qu'il faut avoir dans toute bibliothèque, glissent cette critique perfide à la fin de l'article et ils n'y arriveront pas. Ben non, n'injurions pas l'histoire et l'avenir. Je ne sais pas si on n'y arrivera pas. Moi, je propose quelque chose aux Français et on verra s'ils s'emparent de ce livre ou pas. Comment est-ce qu'on fait pour traiter des sujets sensibles, alors Vichy, évidemment, la colonisation, etc., sans tomber soit dans le déni, soit dans le côté repentance? Alors, on le confie à des spécialistes qui sont reconnus, qu'on a beaucoup lus, parce que moi, je lis beaucoup mes collègues, et je vais aborder ces deux sujets. Je vais en joindre un troisième qui fait aussi débat, c'est l'histoire du genre, l'histoire des femmes et des féminismes. Donc, on a là, vous avez parfaitement raison, 3 sujets très chauds. Donc, j'ai voulu faire appel à des collègues qui sont un peu incontournables et ont publié des livres. Et très franchement, quand je lis leurs livres, moi, je m'y retrouve complètement. Donc, sur l'histoire des femmes et du genre, Yannick Ripa, qui a publié une histoire féminine de la France, entre autres, mais des dizaines de livres. Et c'est vraiment bien parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de wokisme, d'effacement, de genre, mais elle met tout ça en perspective. C'est une féministe, Yannick, je pense qu'elle ne m'en voudra pas de le dire, mais en même temps, elle a ce recul sur le féminisme. Et dans le livre, elle évoque les 3 temps du féminisme dans une perspective historique. Vous évoquiez la Seconde Guerre mondiale, sujet éminemment chaud, et dans toutes les campagnes présidentielles, il y a le détour par la Seconde Guerre mondiale qui revient. Alors, moi, quand j'avais ma colonne thème, j'ai mis en face la colonne auteur que je voudrais avoir. Donc j'ai demandé un chapitre général à Olivier Vievorka, qui a publié une histoire mondiale quand même la Deuxième Guerre mondiale, qui fait autorité. J'ai demandé un chapitre résistance à Jean-François Murassiol, qui a publié Le que sais-je sur les résistances. Et j'ai publié, inutile de le présenter, il sort un livre actuellement qui fait grand bruit aussi, comme celui-ci. J'ai demandé à Laurent Joly de nous donner Collaboration. Il sort, on le reçoit dans 15 jours. Ah formidable. Vous voyez, je fais du teasing aussi pour vos émissions. Ça ne va pas être sympa pour Tullard, mais bon, ça on en reparlera certainement. Mais effectivement, c'est-à-dire il faut aller chercher les spécialistes. En fait. Je pense. Il y a pas de... Je pense. Et j'ai pas parlé, j'ai oublié de l'histoire coloniale et impériale. Et alors là, on a voulu encore plus dépassionner le débat. Donc elle est un petit peu éclatée. C'est-à-dire qu'on a la France et l'Afrique, on a la France et l'Asie. Ce sont les meilleurs spécialistes du rapport de la France à ces continents qui nous ont donné un chapitre. On a bien évidemment la France et l'Amérique également. Et on a l'Algérie, qui est une question chaude. Et là, j'ai demandé à Jacques Frémaux, professeur à la Sorbonne, spécialiste incontournable de l'Algérie et qui fait partie de la commission Stora, de nous donner son chapitre. Voilà. Et donc tout est cadré. Ce qui est bien aussi, c'est que vous parlez des nouvelles méthodes, l'archéologie préventive, etc. Et ça, c'est super parce que c'est pour ça. Voilà. Alors, on est au point là. Exactement. On a le chapitre introductif, c'est les francs, parce qu'on part, c'est l'histoire de France, donc on part des francs, mais on n'évacue pas la question des Gaulois, un peu comme je l'ai fait dans l'histoire de la nation française. Exact. Et pour faire réfléchir le lecteur, et parce que c'est une forme de logique historique, les Gaulois, on ne l'a pas mis dans le récit chronologique, on l'a mis dans la partie identité et patrimoine. Et je demandais à Dominique Garcia, qui est le créateur en France de l'archéologie préventive, qui fait absolument autorité, qui dirige l'INRAP, qui a fondé l'INRAP, en fait, de nous donner ce chapitre. Et alors, Dominique, c'est un historien absolument délicieux que j'ai découvert. Il est absolument formidable. Il a accepté également de nous donner un éclairage. Je voulais, moi, Astérix le Gaulois. Eh bien, après son chapitre très sérieux, on a 3 éclairages. On a un éclairage sur Bibrac, Talésia, etc.,
Vercingétorix. Il Évidemment. fallait qu'on ait Vercingétorix. Mais on a Astérix le Gaulois. Ouais, c'est bien. Donc, Mais c'est il a pour ça joué on le a jeu. tout. C'est Il bon. a joué le jeu. Quand je parle de Ligue des Champions, hein, on est d'accord que c'est vraiment tout le monde. Est-ce que l'histoire environnementale qui est dedans et Oui. climatique peut changer aussi notre vision du passé? Oui, il faut qu'elle la change. Alors, c'est une histoire qu'on ne faisait pas il y a Ouais, 30 c'est ans. ça. Et je ne jette pas la pierre à ceux qui nous ont précédés parce que l'historien aussi recontextualise. Bien Et il sûr. le fait également pour Mhm. ses collègues. Donc, on ne peut pas reprocher aux collègues qui ont publié des histoires de la France il y a 10 ou 15 ans d'accorder une place minime ou pas de place du tout à l'histoire Oui, environnementale. c'est Alors, logique. nous, par contre, on ne pouvait pas le faire. Donc, j'ai demandé au plus grand spécialiste, Charles-François Matisse, qui est professeur à la Sorbonne, de nous donner un chapitre. Alors, petite anecdote que je raconte J'adore. toujours. Et Charles-François, qui est un collègue, mais vraiment adorable, la crème des hommes, n'avait pas compris le projet initial. Et il pensait que c'était un livre d'historiographie. Alors, je vois arriver son chapitre. Il y avait, je ne mens pas, hein, et il pourrait renchérir sur ce que je dis, c'était bardé de noms d'auteurs, y compris anglo-saxons. Il y avait 70 Wow. dans 10 pages, 70 ou 80 références. Je lui dis, Charles-François, c'est pas du tout ça. On vise le très grand public et vulgariser la meilleure historiographie pour le grand public. Eh bien, je vous promets que c'est vrai. Il a revu en 3 jours Wow. sa copie et il nous donne un chapitre qui évoque l'histoire environnementale et qui nous explique pourquoi elle est devenue aujourd'hui incontournable. Mm. Et les historiens de l'environnement ont beaucoup à nous dire. Ouais, et le jour, je pense, où tout le monde sera capable de se parler, toutes les sciences différentes, Exactement. ce sera effectivement intéressant. Quelles sont les périodes les plus réévaluées de cette nouvelle histoire? Réévaluées, je mets des guillemets. Parce que... Oui, alors on évoquait la Deuxième Guerre mondiale. Mm. Alors elle est déjà bien réévaluée pour ceux, et ils sont nombreux parmi vos auditeurs, qui achètent les livres sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais là, vous avez 3 mises au point qui font chacune, si j'ajoute les éclairages au chapitre, on va dire 12 pages. Donc vous avez 36 pages. Et là, on a un point vraiment historiographique, Ouais. je crois, très très complet. Alors, un petit détour, bien évidemment, par le Second Empire, parce que je me suis réservé les périodes Évidemment. que je connaissais bien. Donc, Évidemment. Deuxième République, Second Ouais. Empire. Donc là, c'est pareil. Il y a eu, moi, je dirige beaucoup de thèses sur le Second Empire et la Deuxième République. Là, vous êtes à jour. On évoquait tout à l'heure le Moyen-Âge. Vous avez eu énormément de renouvellement sur la guerre de 100 ans Ouais. et sur Jeanne d'Arc. Donc, Xavier Larry fait le point. Les guerres de religion. Les guerres de religion, Nicolas Leroux. Beaucoup de livres ont paru ces dernières années. Jérémy Foa sur la Saint-Barthélemy, etc., etc. Donc, vous avez tout dans le livre là-dessus. Donc voilà pour les grandes périodes. Et puis les thématiques, alors là on n'a pas fini si on commence, Ouais, hein, ouais. mais bien évidemment l'architecture, la Quel peinture avec plaisir. Barthélemy Jobert, enfin, là c'est pareil, il y a eu des... Et on a même chansons populaires. Hein, Ouais, dans le ouais, livre. c'est génial. Avec Alors Sardou. là j'ai fait appel, ça va faire rire vos auditeurs, au grand biographe de Sardou. Ouais. Il a fait une biographie de Sardou et c'est Florent Barraco. Et Florent, en faisant appel à lui, je m'attendais à ce que, voilà, on soit un peu clashé. Ah voilà, il y a Sardou. Il y a Sardou, donc et il y a forcément pas- c'est un truc de droite. Et il n'y a, C'est pas, curieux, il y a d'ailleurs. pas Julie Armanet. Mais si, il y a Julie Armanet dans le livre. Il y a Barbara, il y a Jean Ferrat, il y a Georges Brassens. Donc voilà, on a toute la grande chanson française qui est présente. Absolument. Je me suis demandé ce matin si vous auriez pas aimé que là on est 2 jours, enfin non, c'est le lendemain du gouvernement le plus rapide, je crois, de notre histoire, 15 heures. Exactement. Vous auriez pas aimé le mettre dedans en vous disant quel dommage qu'on n'ait pas eu le temps de le mettre. On est toujours frustré. C'est un clin d'œil évidemment. Il y aura des rééditions. Mon éditeur me parle déjà, mais alors pour dans un an, hein, bien évidemment, on va laisser celui-là vivre, d'une réédition en poche. Mais alors, le gros problème va être un problème technique, Ouais. parce qu'on va devoir faire un coffret de livres de Oui, poche. c'est ce que pour ça, j'allais dire. Ouais. j'encourage vos les acheter auditeurs à maintenant. acheter celui-là. Ils l'auront en un volume. Oui, Parce c'est que le cool. gros souci, c'est qu'on va voir, c'est dense, hein, c'est très Ouais. très dense à l'intérieur. Alors, je ne veux pas décourager, il y a une très belle police de caractère, mais on est Ouais, sur c'est du sûr. 12 points pour les chapitres et sur du 10 points 10, pour ouais. les éclairages. Hein. Ouais. 340 éclairages, hein, je le Là, rappelle. faut, Hein. Mais ça doit être un plaisir. Je me disais, j'adorerais lire ça à côté d'une cheminée avec. Je vais vous raconter quelque chose. Dites-moi. Ah, écoutez, vous savez, c'est un peu un pinceau quand arrive le moment de ce qu'on appelle les épreuves. Ouais. Ça, c'est un peu technique pour vos auditeurs. Donc, on a écrit le livre et puis après, on a un dialogue avec l'éditeur qui vous a commandé le livre ou auquel vous l'avez proposé et les correcteurs. Et parfois, quand on le relit depuis 2 fois, on n'en peut plus.
Et là, c'est tellement riche, mais que c'était un plaisir. Et comme je voulais qu'il n'y ait aucune coquille, tenez-vous bien, entre fin juin, il était quasi prêt, et fin août, je l'ai relu 6 fois. Wow. Et j'ai voulu faire moi-même les index pour qu'il n'y ait aucun oubli. J'y ai passé mes jours. Mon épouse m'a maudit, mes enfants m'ont maudit. Vous virez femme et Il n'y enfant. avait pas d'été. J'ai vécu, c'est un peu mon bébé. Hein, c'est pour ça que j'ai mis ça. Ouais, c'était l'accouchement. Hein, sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé. Les gens sont foutus de moi. Mais c'était un peu ça. Hein. J'ai accouché de ce bébé et je voulais qu'il soit parfait pour le public. Ah, mais à mon avis, il l'est. Je n'ai pas vu d'erreur. Je n'ai pas tout lu parce que je l'ai reçu il y a 15 jours. Mais il n'y a pas de coquille. Ce qui est rare. Hein. Parfois, les éditeurs... On en trouvera peut-être, mais vous savez, une ou deux coquilles sur 1100 pages. Hein. Ouais, j'en ai pas vu. Si j'ai que ça, je signe. Hein. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de l'ouvrage ? Qu'il a tenu en grande partie son pari. Alors le pari historiographique, je le sais par les recensions qui sont dithyrambiques là-dessus. On l'a tenu. Mais qu'il offre une voix apaisée à nos compatriotes. Ouais, ça, j'aimerais qu'on le dise. Alors, c'est pas sûr qu'on le dise, parce que bien évidemment, on est un peuple qui aime se quereller, qui aime débattre, ce qui fait aussi notre charme. Le président actuel a parlé de Français comme des Gaulois. Moi, je ne dirais pas ça, mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'on va chercher la querelle, même lorsqu'elle n'y est pas. Donc, on ne fera jamais l'unanimité, mais on va dire, si on arrive à rassembler plus de 90% des Français, je serais heureux. Vous signez, je comprends complètement. Vous parliez tout à l'heure de crise systémique, j'allais presque dire crise ontologique de l'homme, parce que là, on a tout. Aujourd'hui, que ce soit la culture, que ce soit l'économie, le social, enfin, tout est là. Tout à fait. Votre vision de l'historien, votre vision de l'avenir, c'est toujours difficile, je ne vous demande pas de prévoir l'avenir, mais est-ce qu'on a déjà connu l'équivalent ? On ne peut pas comparer, évidemment. Oui. Alors, c'est une très bonne question. Je ne vais pas me défiler, sauf à donner des solutions. Ça, non, ce n'est pas ce que je vous demande. Je ne suis pas devin, donc je ne vous les donnerai pas. Même sur la crise politique, petite anecdote, il se trouve que on me demande beaucoup, et y compris, alors ça c'est le JDD. On vous a demandé d'être Premier ministre ? Non, non, j'en serais bien incapable. Non, mais le JDD hier, c'est la première fois qu'on me demande ça. Éric Anceau, vous prédisez bien l'avenir, justement. Alors dites-nous ce qui va sortir de cette crise. J'ai répondu à la journaliste 2 choses. D'une part, je suis en pleine promotion de mon livre, donc ne me lancez pas sur ce terrain-là, ça n'est pas mon rôle. Et d'autre part, mais pour la première fois depuis 35 ans, je ne suis bien incapable de vous dire ce qui va arriver dans les mois qui viennent. Je ne le sais pas. Je ne me défile pas, je ne sais pas. Alors, par contre, depuis 88, j'ai toujours, 3 semaines avant, trouvé le futur président de la République. D'accord. Bon, j'ai baigné depuis que je suis petit là-dedans, dans la politique, donc je m'intéresse à ça de très près. En France, tout est politique ou tout est politisé ? Alors, les deux. Les deux. C'est Antoine Pro, qui est un historien que j'aime beaucoup, qui dit nous sommes peut-être le peuple à la fois le plus historique et le plus politique de la Terre, et je suis assez enclin à le croire. Je vous ai coupé sur la comparaison ou sur est-ce qu'on a déjà vécu ça ? Non. Hein. Eh bien, écoutez, je pense, alors là pour le coup, je vais me mouiller et je ne crois pas me tromper. Alors, sous la Ve République, non. Très clairement. On voit bien avec ce qui arrive au gouvernement Le Cornu actuel que nous n'avons pas d'exemple depuis 1789 d'un gouvernement qui est nommé et qui chute dans la nuit. Donc, il n'a même pas été au bout de sa composition. C'est absolument incroyable. Le précédent, c'était Frédéric François Marsal en 1924. Et il avait tenu 36 heures. Et là, il n'a même pas tenu 36 heures. Et je m'empresse d'ajouter que le président Alexandre Millerand, la crise était tellement grave qu'il avait démissionné, on était en juin 24, immédiatement après la chute du gouvernement Frédéric François Marsal. Donc on ne sait pas ce qui va arriver. À mon avis, peut-être Macron ne voudra pas démissionner. Mais voilà, on est dans une crise politique très grave. Mais vous l'avez dit, vous avez parlé de crise systémique. Crise presque civilisationnelle, parce que nos compatriotes sont déboussolés par tout ce qui arrive, hein, on le voit bien. Et voilà, et donc avec ce livre, on essaie de redonner du sens, des fondements, on essaie de repartir par les bases. Pour terminer, à la fois sur le livre, mais sur ce qu'on vit aujourd'hui, puisque c'est quand même assez lié, vous n'êtes pas surpris par l'apathie populaire, quelque part ? Alors, les gilets jaunes, récupération derrière. C'était le 10 septembre, je ne sais plus, ils voulaient tout mettre par terre et puis finalement non. Finalement, les gens sont un peu résignés.
On a l'impression Alors, qu'ils sont résignés. il y a Ce qu'on n'a beaucoup de jamais connu ça. dans l'histoire avant. Puisqu'on Mais vous est avez entièrement un raison. pays de révolution. Il y a beaucoup de ça. Je pense qu'il y a une majorité qui est absolument résignée, qui ne croit plus en la politique. C'est très triste. On le voit par la chute, et moi je regarde ça de très très près, du taux de participation aux élections. Ouais, c'est ça. Alors, les législatives, bon, on connaît depuis mes 30-40 ans, les municipales aussi, les autres, les cantonales, etc. Mais la grande nouveauté, c'est la présidentielle. ouais. Et c'est phénoménal. 2012, 2017, 2022, la participation est en chute libre, littéralement. Et puis, phénomène nouveau, vous avez des gens qui mettent maintenant des bulletins blancs dans l'urne. Ça n'était jamais vu. Le vote blanc, c'est presque le vote qui est majoritaire. Donc on a un énorme problème et il y a un ras-le-bol, il y a ceux qui protestent. On est un peu dans une société aussi du spectacle, hein, donc il y a ceux qui se réfugient dans toute autre chose. Et c'est pour ça que je dis que tout est ouvert, parce qu'un mouvement comme les Gilets jaunes, on le sentait, il était un peu dans l'air, mais on ne pensait pas qu'il atteindrait cette ampleur. Est-ce qu'on va vers une grande révolte populaire ? Faire une révolution, je n'y crois pas trop, mais une nouvelle révolte, c'est possible. Une poussée aux extrêmes. Alors, il y a un phénomène aussi qui me désole, c'est l'offre politique, parce qu'il y a un élément, et ça, j'en suis le spécialiste, je n'émettrai pas de jugement de valeur sur nos hommes et nos femmes politiques. En revanche, il y a une perte de profondeur historique chez nos hommes politiques de tous bords, et de connaissance de ce qu'est notre histoire. Donc si au moins on peut un petit peu... Moi j'envoie mon livre, hein, c'est pas par cabotinage, mais j'envoie mon livre absolument partout, je l'envoie à l'Élysée, je l'envoie à Matignon, je l'envoie dans les grands partis politiques, j'ai souvent d'ailleurs des réponses pour que les politiques essaient de s'approprier un petit peu, avec leurs idées, hein, ils ne s'agit pas de se départissent de leurs idées, mais qui s'approprient un petit peu de notre histoire de France. Ça c'est manque. Un socle. C'est un socle. C'est plus qu'un socle, c'est plus qu'un vernis. Là, on a la substantifique moelle. Et je pense pour des années. Éric Anseau, vous êtes formidable. Vraiment. Nouvelle histoire de France chez Passé Composé. Il faut absolument avoir ce livre chez soi. Merci. Vous êtes le bienvenu pour les prochains. Vous en avez déjà des prochains? Non, vous vous reposez un peu là peut-être. Oui, oh là là, mes éditeurs courent après moi. Il y en a, mais je ne vais pas. Il y en a qui sont déjà en chantier. En chantier. Bon, très bien. Et puis on va recevoir plein d'auteurs qui sont dedans dans les jours qui viennent en plus. Donc ça tombe très bien. Merci à vous.